BFM Business, BFM Patrimoine, Regard croisé. Regard croisé qui accueille ce matin Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour Montpensier Finance et Stanislas de Bayancourt. Bonjour Stanislas. Bonjour. Pour Sycomore AM. Alors, Powell. Powell, si vous l'avez bien écouté, Cédric, évidemment. Je suis sûr. Alors d'abord, On l'a eu deux fois. Donc. Non, ce qui est très frappant, le format est intéressant parce qu'il est interrogé par, hier c'était donc les représentants, et donc ce sont des créneaux de 5 minutes dans lesquels en fait le représentant essaye de parler au maximum et Powell essaye de dire le moins de choses possible. Donc grosso modo, on lui dit, alors vous allez beaucoup monter les taux, il fait... ça dépend. Mais vous savez que c'est dangereux pour l'emploi. Oui, mais l'inflation, c'est très dangereux aussi. Donc, il faut vraiment, pour décrypter au millimètre... parler le banquier central couramment. Très en détail ou imaginer. Hein. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'allait pas baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est la seule chose qui soit sûre. Mais il a dit, grosso modo, ça va dépendre des données. Ça va dépendre des données. Mais ce que le marché en a déduit, c'est que comme les données ne sont pas mauvaises sur le front de l'emploi globalement et de la marge de l'économie, donc il a un peu de marge d'augmentation. Et le risque, et on y arrive, c'est que certaines estimations de hausse par le marché vont presque jusqu'à 6%. Ouais, c'est ça, et 6%, c'est le seuil extrêmette dangereux. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce petit jeu de ping-pong ? Depuis un mois, on a quand même eu une nette remontée des anticipations de taux, à la fois en zone euro et aux États-Unis, parce qu'ici aussi... et puis même en Angleterre, enfin, c'est partout. Hein, On attendait jusqu'à 3,25, on va probablement plutôt dépasser même les 3,5 en zone euro, donc c'est un mouvement qui s'est fait partout. La grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, les marchés ont commencé à comprendre que les taux ne rebaisseraient pas aussi vite qu'anticipé. À une époque, ils attendaient les premières baisses de taux pour l'été. Là, on a bien compris le message, parce que finalement, le point important... donc finalement, c'est la Fed qui a, entre guillemets, gagné le bras de fer, qui a imposé sa vision. Elle a imposé sa vision. Parce que le point important, c'est pas quel sera le niveau terminal des taux d'intérêt, est-ce que ce sera 5,5, 5,75, c'est combien de temps on va rester sur ce plateau élevé. Et c'est là où finalement le message a le plus infusé, et notamment aux États-Unis, parce qu'en zone euro, c'était bien intégré, c'était moins le cas aux États-Unis. Il y a vraiment une volonté de garder les taux relativement élevés pendant une période assez longue. Et donc c'est là où on a vu la partie plutôt à 1 an, à 2 ans, à 3 ans de la courbe américaine remonter assez fortement. Et là, je pense que le message a clairement été passé, et que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, on commence maintenant à avoir des courbes de taux qui intègrent pleinement les messages des banquiers centraux. Justement, quid des taux terminaux ? Parce qu'elle est là la question. Quand on regarde ce matin, je parcourais quelques consensus. La Fed, on est à 5,6. Alors certains vont plus haut, mais je parle des consensus. Sur la BCE, on est quasiment au-dessus de 4% et ça continue de grimper. Sur le taux final en Angleterre, on est à 5%. Enfin, voilà. Cédric, 6%, c'est très grave. 6%, c'est le niveau. Dans les années 1920, on était à des taux très bas, 3,5, 4. Et tout d'un coup, dans la dernière année, parce que là, le patron de la Banque centrale a eu un AVC, et c'est ses collègues qui ont pris la main, ils ont mis les taux à 6, crack de 29. Dans les années 70, c'est un peu différent, donc on zoome pas trop. Au Japon, ils ont des taux à 2, 3 dans les années 80. Ils mettent les taux à 6 en 90, on n'a jamais revu le Nikkei. En 2000, Greenspan monte les taux à 6. On a 3 ans difficiles. En 2007, on met les taux à 6 et vous connaissez la suite. Donc le niveau de 6%, il est incroyablement important. C'est un peu le signe noir. Incroyable. Pourquoi ? C'est simple. À 6%, quand vous êtes sûr d'avoir du 6% sans risque, pour aller faire autre chose, il faut vraiment vous pousser. Hein ? Et en plus, 6% pour l'économie réelle, c'est difficile. 6% pour les États, on ne sait pas comment ils peuvent faire. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a un an, tout l'argumentaire, c'est que les taux ne monteront pas parce que les États ne peuvent pas les payer. Bon, enfin, pour l'instant... Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il le sait, le 6, que c'est très dangereux. Et donc, ce qu'il essaye, c'est de ne pas y aller, de faire très peur et que l'inflation baisse. Mais pour l'instant, ça ne se voit pas assez. Il a besoin de temps, et donc il passe ce message de fermeté aussi pour faire ralentir l'économie. Comme dans l'autre sens, Draghi, il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, dans les périodes difficiles de la zone euro, passait un message extrêmement agressif
de la zone euro pour justement ne pas avoir besoin de sortir. On vient de pas le chatouiller. Exactement. Non, le point le plus important, c'est que les courbes sont très inversées aujourd'hui. Donc, on a des taux à 5 ans beaucoup plus bas que les taux à 2 ans, des taux à 10 ans plus bas que les taux à 2 ans et à 5 ans aux États-Unis comme en zone euro. Et ça témoigne quand même le fait que... on rappelle quand même, quand il y a cette inversion de courbe entre des taux courts et des taux longs, normalement, ça dit quelque chose dans de récession et dans l'imaginaire et de renversement de la politique monétaire dans les mois à venir. Ce qui est assez surprenant, finalement, aujourd'hui, c'est pas le niveau des marchés de taux qui commence à complètement refléter le langage des banquiers centraux. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on a fait, depuis 18 mois, un énorme re-rating et replacement dans une période de temps très courte sur les taux d'intérêt. C'est plutôt l'excellente tenue des marchés actions, avec une activité économique bien meilleure qu'attendue, c'est vrai en zone euro, c'est vrai aux États-Unis, mais rarement dans l'histoire, et Guillaume l'a bien rappelé, quand on a des très forts mouvements, et en particulier là dans un laps de temps très court, sur les taux directeurs, il est très rare que les marchés actions réussissent à tenir et ne pas avoir de période de forte volatilité ou de baisse à la suite de ces séquences de hausse de taux violentes. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois ? C'est que les entreprises ont l'air finalement de assez bien se servir de l'inflation. C'est-à-dire que les marges tiennent parfaitement. Exactement, comme le dit Stanislas. Et donc, on sent que c'est une espèce de paradoxe. Si le marché se dit, bon, alors, on va avoir des taux plus hauts, mais d'un autre côté, si on a des taux, c'est parce qu'il y aura de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, les boîtes, finalement, les entreprises, les meilleurs business models, et pas que les meilleurs d'ailleurs, arrivent à gagner pas mal d'argent. Et donc, le niveau de bénéfice va être convenable. Et c'est là où c'est toujours un peu différent. Du coup, reprenons un banquier central, Alan Greenspan. Du coup, vous diriez quoi, exubérant ou rationnel pour nos marchés ? Est-ce qu'ils ont trop chaussé leurs lunettes roses ? Entre les deux, parce que la rationalité, c'est justement la capacité des entreprises à faire face, pour l'instant, à utiliser assez bien le contexte inflationniste, sauf si finalement ils sont rattrapés par plus de hausse de coûts et qu'ils n'arrivent plus à transmettre leur prix. Donc il y a une certaine rationalité du marché, c'est vrai que... Et une certaine exubérance. Oui, le niveau des taux d'intérêt, est-ce que pour LVMH il change grand-chose ? Ce qui compte pour lui, c'est qu'il y ait beaucoup de Chinois qui consomment. Il faut aussi remettre la phrase de Greenspan dans son contexte. Non, mais lui c'était l'exubérance irrationnelle. Exactement. On n'a pas aujourd'hui les mêmes niveaux de valorisation sur les marchés actions, et en particulier... en Europe, où les valorisations sont assez basses, mais même aux États-Unis, où elles sont plus élevées, on est à 17 ou 18 fois les résultats de l'année en cours, on n'est pas du tout dans le cas de 99-2000, où on était au-delà de 30 fois. Donc, on peut s'interroger, on en tient pour les moments, les marchés tiennent bien, ce qui est vrai, mais c'est vrai parce que les résultats sont très bons, et en particulier en Europe. Par ailleurs, les guidance pour 2023 données par les entreprises sont relativement prudentes, donc ils se sont laissés des marges de manœuvre. Et en plus, les valorisations ne sont pas trop élevées. Donc on n'a pas tout à fait le même cocktail qu'en 2000, où on est parti avec... Et c'est ça qui justifie, entre guillemets, un retour du goût du risque ? Alors le retour du goût du risque, il est d'abord parce que le risque est rémunéré. On se remet il y a 18 mois, vous aviez moins 0,50 de rendement sur à peu près toute la courbe d'obligations d'État ou 0 sur les obligations très longues, vous aviez même pas 1% sur les obligations investment grade et les marchés actions étaient sur des niveaux de valorisation assez élevés. On revient un an et demi après, on a une rémunération très attractive sur les obligations d'entreprise. Quand on fait des mix avec de l'investment grade et du high yield, on voit on est au-delà de 6% de rendement, donc ça... L'obligataire retrouve de l'intérêt, donc on retrouve l'appétit de la part des investisseurs institutionnels, mais également particuliers pour cette classe d'actifs-là. Sur les actions, on a de très bons résultats, des valorisations qui ne sont pas tellement élevées en Europe, donc là aussi il y a de l'intérêt. Et aux États-Unis, c'est peut-être là que c'est un petit peu plus challenging, et d'ailleurs on le voit très bien dans les reports d'actifs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on le voit dans les fonds systématiques, dans les investisseurs institutionnels, on a plutôt des flux d'investissement positifs vers les actions en dehors des États-Unis et légèrement négatifs aux États-Unis. Ce goût du risque, vous le percevez aussi ? Il est là, vraiment ? Oui, enfin, ça dépend où. Globalement, il doit être là, puisque les marchés sont à un bon niveau. Il est là aux États-Unis, mais plus sur le retail que sur le marché institutionnel. En Europe, les institutionnels sont très prudents depuis très longtemps. Donc, ils n'ont pas modifié tout à fait leur appétit au risque. Ce qui est d'ailleurs un des facteurs positifs, c'est que les institutionnels sont plutôt sous-investis et que donc ils achètent quand le marché baisse. Donc, donc ça, c'est... Mais ça pourrait nous mener jusqu'où ? Parce que je ne vous cache pas que les traders, évidemment, ils ont commencé à nous parler des 8000. Enfin, est-ce qu'on peut y croire vraiment sur le CAC ? Il y a une donnée qui là, change un peu le jeu. Vous connaissez les hedge funds. Les hedge funds, il y en a de toutes sortes, de toute nature.
Mais il y a ceux qu'on connaissait dans les années 80-90, c'était les macro-hedge funds, c'est-à-dire ceux qui bougeaient les devises, les niveaux des taux d'intérêt. Et ceux-là, ils n'ont pas gagné d'argent de 2010 à 2019. Et là, depuis 3 ans, ils commencent à regagner parce qu'il y a des grands mouvements. Et donc, c'est beaucoup d'argent qui peut se déplacer d'une façon à une autre, c'est-à-dire que ça peut vous décaler l'euro-dollar, ça peut décaler le yen, ça peut décaler les marchés d'actions rapidement, parce qu'ils ont une force de frappe où tout d'un coup, ils peuvent renverser le marché, et donc ça peut permettre des épisodes de volatilité assez forts. Ce qu'on voit notamment sur ces fonds-là, c'est que la taille des fonds systématiques, c'est-à-dire gérés par de l'intelligence artificielle, de plus en plus importante, et c'est des fonds qui avaient des positions nettes très vendeuses, notamment sur les actifs européens, et qui à partir du mois d'octobre, ce sont eux qui ont commencé à couper leurs positions vendeuses, et ça a très fortement participé et soutenu le rebond depuis. Ce qu'on voit, c'est que ça s'est quasiment pas interrompu entre octobre et février, donc on a eu des flux d'achats, ou plutôt ils ont cessé les positions vendeuses, mais pour les couper, il faut racheter. Et donc c'est ça qui a notamment alimenté la hausse du marché sur cette période. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est trop cher, pas trop cher. C'est une tendance là. Enfin, c'est une tendance, c'est-à-dire que tant que ça gagne, ça gagne. Et donc, être long le marché européen, short le marché américain, ça gagne, et donc il continue. Donc ça, c'est un des facteurs qui est un facteur endogène au marché. C'est au-delà du raisonnement économique qu'on est en train de tenir. Le raisonnement économique qui tient, le marché européen. Mais bon, cela étant dit... Mais c'est eux qui font... Quand Jean-Louis Toussac vous parle tous les matins, il vous dit « Ah, il n'y a pas de volume, il y a un peu de volume. Ah, voilà les algos. Ils arrivent, les algos.